La suite du grand journal à écouter sur radioj.fr et l'application Radio Player France. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Patrick Petit-Oyon, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes le directeur de l'action scolaire du FSJU et le directeur général du campus FSJU. Et nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre intitulé « Le temps est venu, je le montre à la caméra » pour ceux qui nous regarderont sur YouTube. C'est un livre qui est publié aux éditions Lichma. Une recension et un guide, une réflexion plutôt, et un guide d'action né de la crise du coronavirus, démarré il y a maintenant 1 an et demi et dont nous ne voyons pas encore la fin malheureusement. Est-il impératif, Patrick Petit-Oyon, de chercher un sens à cette crise que vous présentez comme une épreuve pour l'humanité ? Je pense que c'est indispensable, en effet. Je pense qu'on ne peut pas laisser passer une épreuve comme celle-ci sans essayer d'en tirer un enseignement positif. Quelle que soit l'épreuve, de toute façon, je pense que l'épreuve est là pour nous faire réagir, pour nous faire comprendre quelque chose. Je ne suis pas du tout dans une vision de culpabilité de quelque chose. Je ne vais pas rechercher un responsable de la crise, ni au niveau humain, ni au niveau divin, mais vraiment essayer de dire qu'est-ce que Dieu, qui permet que cette crise existe, qui la rend possible au sens large, qu'est-ce qu'il cherche à nous faire comprendre à travers ce que l'on vit. Le message à travers cette crise. Voilà, le message, pas la raison. Je ne suis pas sûr que la raison est un intérêt, ni vraiment comment. Je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas chercher comment elle a pu cette pandémie a pu se développer, sur quoi elle s'appuie, etc. Mais en tant qu'homme, simplement, en tant que citoyen, en tant qu'humain doté d'un esprit qui est en quête de valeur en permanence, comment trouver dans la tradition juive des éléments qui vont nous permettre de vivre cette période en retirant quelque chose, en faisant pas comme si rien n'était, mais en retirant un enseignement qui nous permette de vivre différemment, de progresser. L'homme est dans une démarche de progression perpétuelle et il doit saisir toutes les occasions pour pouvoir avancer. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Est-ce que cette recherche de sens a manqué ces derniers mois, notamment au sein des différentes communautés juives ? Je ne sais pas si elle a manqué. C'est vrai que dans la crise, on est souvent dans l'opérationnel. On a le nez sur le guidon, comme on dit. On ne prend pas le recul nécessaire, et c'est ce que j'ai voulu essayer d'offrir à la communauté juive de manière générale, prendre le recul pour en tirer un enseignement. Parce que lorsqu'on est dans l'action, les choses vont vite. Là, en l'occurrence, on l'a vu, je l'ai vu au niveau professionnel, évidemment, en m'occupant des écoles juives. Les protocoles sanitaires, je ne sais même pas combien il y en a eu, mais ça a changé très souvent, très rapidement, parfois en profondeur, etc. Mais tout ça, ça nous empêche de voir ce qui se passe et d'en tirer un enseignement. Ce qui fait qu'après la crise, on risque d'être le même, alors qu'on a loupé une occasion. Revenir au monde d'avant, finalement. Voilà. Et je pense que on peut jamais revenir au monde d'avant, parce que le monde d'avant n'était pas forcément si bien que ça. On est dans un monde qu'on doit perfectionner en permanence. Donc le monde de demain a plus de potentialité que celui d'avant. Ça sert à rien de vouloir revenir au monde d'avant, de croire qu'on va retrouver une tranquillité telle qu'on l'avait, parce que l'homme, de manière normale, naturelle, est intranquille. S'il est tranquille, il se dégrade, il se déprécie, il s'ankylose psychologiquement, intellectuellement, physiquement. Donc on est dans l'intranquillité permanente. Mais comment je vais construire demain ? Parce que c'est aujourd'hui que ça se prépare. C'est pas une fois que je serai sorti de la crise. Ça, c'est pour la gestion de crise. Une fois que je sors de la crise, j'en fais le bilan, je regarde ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas bien fait. Mais ça me donne pas un enseignement sur moi, sur ma place dans le monde, sur mon rôle, sur ce que Dieu attend de moi. Ça me donne des objectifs opérationnels. Alors, il faut le faire, c'est indispensable. Mais ce sont deux types d'activités qui sont concomitantes et qu'il ne faut pas, surtout, oublier de penser au moment de la crise. Alors, la Covid-19 est un coronavirus, c'est-à-dire qu'il possède un génome à ARN très long avec des germes entourés d'une capsule de protéines en forme de couronne. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ces caractéristiques, a priori, à la portée seulement médicale ? Eh bien, écoutez, c'est cette forme de couronne. Parce que d'une certaine façon, dans une couronne, toutes les pièces de la couronne sont à égalité. S'il en manque une, la couronne n'est plus. Et elles sont
de valeurs similaires. Alors bien sûr, certaines parties vont être ciselées de telle manière, d'autres vont être ornées d'une pierre précieuse ou autre selon les couronnes, peu importe. La structure de base, dans la structure de base, chaque morceau est important. Et je pense que c'est une image extrêmement intéressante par rapport à la communauté. Chaque membre de la communauté, quand je parle de communauté, ce n'est pas uniquement communauté juive, communauté nationale, communauté internationale, l'humanité dans sa totalité. Ce qui nous est indispensable de comprendre et qu'on risque de passer à côté, c'est qu'en fait, tous les individus font partie de cette couronne. C'est comme si cette couronne, c'était cette humanité dans laquelle on est. Alors certains vont avoir une valeur différente, une forme différente, une brillance différente. Mais en même temps, s'il manque un individu, la couronne se détériore. Or, on a vu, ce coronavirus a été particulièrement... il a attaqué de front la globalité de l'humanité. Il y a eu énormément de morts, énormément de disparitions. Alors c'est vrai, chaque jour, il y a des disparitions. C'est le lot de la vie de l'homme sur Terre. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas, je dirais, d'augmentation du niveau de la mortalité dans le monde? Est-ce que ça nous a obligés aussi à nous confronter à l'idée même de mort, nous, qui vivons dans une époque où on essaie justement de repousser les limites de la vie et donc de la mort? Tout à fait. Et ça, c'est une réflexion que j'avais dernièrement. Je me disais finalement... on était, juste avant le coronavirus, dans une grande discussion sur l'humanité, sa capacité à atteindre une vie éternelle, etc. Mais ce transhumanisme, c'est une utopie. On n'a pas été capable, dans l'immédiat, parce qu'on ne comprenait pas, à faire face à un virus microscopique. Reprenons conscience de notre vrai pouvoir, de notre vraie intelligence du monde. On n'a pas su maîtriser, on ne s'est pas encore soigné. Il y a des chercheurs qui avancent sur ce plan-là. On a mis énormément de temps à trouver un vaccin, et encore, on a été très rapide, mais en même temps, en se présentant comme des super héros du globe terrestre, on a été relativement minable. Et c'est une interpellation. C'est à nous de comprendre quelle est vraiment notre place dans ce monde, dans la nature, dans l'univers, dans notre relation à la vie. Et ce qui a été extrêmement important, c'est que ce qui était en jeu pour une fois, c'était la survie de personnes. Parce que vous savez bien, dans les grandes épidémies, on parle du niveau de mortalité, on parle de chiffres, on a vécu ça par rapport à la Shoah. Lorsqu'on parle de 6 millions, ça ne veut rien dire. Mais quand on totalise les individus les uns après les autres, parce qu'on a un attachement particulier envers les personnes qui nous ont quittés à ce moment-là, alors du coup, ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension qui nous permet de mesurer la gravité de cette lutte qui est à mener pour la survie, mais aussi de l'importance des gens qui sont autour de nous. Et je pense que je dirais le premier rôle de ce virus, ça a pu être de nous permettre de nous rapprocher les uns les autres. Alors justement, cette pandémie a frappé un monde qui n'a jamais été aussi interconnecté depuis les origines. Or, l'une des principales conséquences de l'épidémie, au pic des vagues successives, a été le confinement, le repli sur sa sphère familiale la plus étroite. Est-ce que vous voyez dans cet isolement le résultat d'une faille encore plus profonde que la simple résultante de la très forte contagiosité du virus? Absolument. Je pense qu'il y a là une faille au niveau de ce qui fait une société et de la compréhension de ce qui fait une société. On a cru que c'était un ensemble d'individus qui pouvaient être côte à côte les uns vis-à-vis des autres, comme on le voit dans les habitats de masse, comme on le voit avec les réseaux sociaux, où on a d'un seul coup des centaines, voire des milliers d'amis ou de gens qui vous suivent. Mais c'est pas on n'a parfois jamais vu. Absolument, qu'on connaît à peine. Puis on est flatté parce qu'ils nous ont demandé comme amis, alors on va dire, bon, on regarde un petit peu pour être prudent, et puis on va les accepter comme amis, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On est juste les uns à côté des autres. Il n'y a pas de rencontre. Parfois, dans sa propre famille, on en oublie de rencontrer les autres, c'est-à-dire qu'on oublie de se parler en humain.
d'être, Et de se notamment mettre... les anciens, vous insistez sur l'isolement accru de la société des anciens, des vieilles générations. Des anciens qu'on met dans des EHPAD. Alors c'est très bien de les mettre dans des EHPAD. Mais ça veut dire qu'on a coupé à un moment donné la possibilité de relation, alors que certaines de ces personnes étaient encore indépendantes. Elles allaient... Alors bien sûr, la grande dépendance est extrêmement difficile pour les familles, bien sûr. Mais n'oublions pas que c'est le lien humain qui nous fait, nous, être humains. C'est quand je rencontre quelqu'un, c'est-à-dire que je suis en vraie relation humaine avec lui, que je suis à son écoute, qu'il y a un échange, qu'il y a une reconnaissance réciproque d'humanité, alors j'existe. C'est pas parce que je pense, comme le disait Descartes, que j'existe. J'existe parce que je suis en relation avec un autre humain et qu'il me permet à moi aussi de me sentir pleinement humain. Or, la société moderne est la société de la multiplicité des contacts qui ne sont plus des contacts humains. Les personnes âgées, on les écoute peu et on les met loin puisque finalement ce ne sont plus des anciens. Et on le voit même dans la société. Ce qui compte, c'est la productivité. Une personne âgée est moins productive qu'un jeune, bien évidemment. C'est une crise qui nous a obligés à ralentir. Tout à fait, absolument. On le voit dans les relations des uns avec les autres. Cette indifférence à la souffrance ou à la pauvreté ou à la faiblesse de l'autre, la mise à distance des handicapés. Bien sûr, on parle d'intégration dans le système scolaire. C'est une très belle idée, mais dans la réalité, c'est compliqué parce que les gens ne sont pas formés, ne sont pas prêts à ça. Alors donc, on se juxtapose au lieu de se rencontrer. Il nous reste quelques secondes, Patrick Petit-Aignan. J'avais plein d'autres questions, mais c'est bientôt l'heure du rappel des titres. Vous insistez notamment, c'est l'une de vos propositions, c'est de réfléchir au sens des paroles, des mots. On rappellera que le masque couvre une partie du visage, en particulier la bouche. Pourquoi vous considérez que c'est finalement peut-être la priorité numéro 1 ? Parce que l'humanité, c'est-à-dire le fait d'être homme, dépend de notre parole. Notre parole est notre faculté de donner du sens. D'ailleurs, si vous regardez bien, Akadosh Baruch Hu s'adresse aux hommes par des paroles. Il y a bien sûr Asara Mahamarot au moment de la création, 10 paroles douces, créatrices, et il y a Aseret Adibrot, 10 paroles dures qui engagent un partenariat, une relation. C'est par les mots, par cette faculté que nous avons de produire du sens avec notre bouche et avec notre esprit, qui fait que nous sommes hommes. Encore un mot. La bouche, c'est un organe physique. Les mots qui sortent peuvent être des éléments de spiritualité. C'est là tout le message du judaïsme. Être capable, à partir d'un organe physique, de la matière qu'il ne s'agit pas d'éliminer, de pouvoir produire de la spiritualité, c'est-à-dire du sens, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait pleinement être et donc potentiellement partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup Patrick Petit-Aignan. Je conseille vivement à nos auditeurs et auditrices la lecture de votre nouveau livre, Le temps est venu. C'est paru aux éditions Lishma, une belle maison d'édition juive. Bonnes vacances à vous et merci pour cet effort de réflexion. Je vous en prie. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.